Bienvenue à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Bonjour à tous. Donc, merci d'être présents pour cette troisième séance de notre série de visioconférences. Donc, aujourd'hui, on va aborder le thème des marchés financiers. Après avoir parlé du rôle de la politique budgétaire, du rôle de la politique monétaire, on en vient à des thèmes plus spécifiques au master Monnaie Banque Finance, donc en parlant des marchés boursiers avec Thomas Renaud et Catherine Bruno. Alors, évidemment, on lit beaucoup là dans la presse, enfin, on peut lire sur Twitter ou dans la presse que la priorité n'est évidemment pas au marché boursier. Nous ne pensons pas que le nœud du problème, le cœur du problème se situe au niveau des marchés boursiers, mais voilà, ça fait partie aussi d'éléments à prendre en compte. Et puis, ça correspond plutôt bien à votre formation. Donc, voilà, on a décidé de faire cette séance sur les marchés. Et donc, on va la faire à trois, cette séance, aujourd'hui. Donc, d'abord, je vais donner la parole à Thomas Renaud, qui va nous faire un point sur la situation des marchés. Il va nous parler de volatilité. Vous le connaissez tous, hein, Thomas. Il nous parlera aussi de Twitter, comment Twitter réagit, comment les marchés réagissent à Twitter. Ensuite, Catherine Bruno prendra un peu de recul. On en a besoin en ces temps troublés, donc elle prendra un peu de recul. Elle reviendra sur une cotation propre au marché financier. Puis je finirai par vous présenter, je me suis dit que ça changeait aussi des autres présentations qui avaient pu être faites jusque-là. Je vous présenterai le résultat de quelques études économétriques que j'ai réalisées rapidement pour voir comment les marchés au jour le jour réagissent aux différentes annonces. Donc voilà, on va faire ça en direct, on changera un petit peu des présentations habituelles. Aujourd'hui, ce sera nécessairement plus technique, plus spécifique que ce qu'on a pu avoir au cours des séances passées. Et puis à la fin, on aura d'autres questions des questions d'actualité sur faut-il ou pas fermer les bourses, sur est-ce que les entreprises doivent payer des dividendes ou pas. Je ne sais pas si on aura le temps de répondre à toutes ces questions, mais voilà en gros comment on va s'organiser. Et donc je laisse la parole à Thomas Renaud qui va nous faire une présentation globale. Ok, alors moi je vais vous faire une présentation, alors pas mal de chiffres, de questions sur justement ce qui est en train de se passer sur les marchés boursiers, en sachant que là je vais me concentrer sur les marchés actions. Non pas que les autres marchés ne soient pas importants, mais voilà, les autres vont en parler un petit peu de ce que j'ai vu et voilà, en zoomant sur les marchés boursiers. Je vais essayer de raccrocher ça à des théories, des choses que vous avez déjà vues, des choses sur qu'est-ce qu'un prix, comment les prix bougent, est-ce qu'on est dans une bulle, qu'est-ce qu'un crack, et un peu prendre du recul sur ce qui est en train de se passer, en essayant de vous présenter deux, trois papiers ou études récentes. Alors, globalement, quand on se pose la question est-ce qu'on va vers un nouveau crack, le premier truc qu'on peut faire, c'est regarder l'évolution de certains indices financiers et, en l'occurrence, ici, d'un indice boursier. Donc ici, j'ai juste récupéré hier ou avant-hier l'évolution du CAC 40 sur un an. Et quand on regarde là graphiquement, on a ce qu'on appelle un crack. Pourquoi? Il n'y a pas une définition hyper claire de ce qu'est un crack. Ensuite, vous avez une perte de valorisation supérieure à 40% sur une période de temps courte. C'est ce que dans certains papiers, on met dans un crack boursier ou un crack financier. On verra qu'il est potentiellement très différent des cracks précédents. C'est assez dur de comparer historiquement ce crack-là aux autres. Mais ce qu'on voit là sur le CAC 40, donc un passage de 6000 points à 3700 et quelques points en un mois. En fait, à la question vers un nouveau crack, on peut déjà dire oui, il y a eu un crack, au sens où il y a eu une variation historiquement très forte et très rapide du prix des indices. Alors, ce qui est important, en fait, c'est aussi de dézoomer un peu, au lieu de se concentrer uniquement sur la situation française sur un an. On va juste dézoomer et on va regarder un peu la situation américaine sur 10 ans. Alors, autant là, on voit vraiment un crack au sens, vous avez des prix stables pendant une période ou à peu près stables dans une range entre 5000 et 6000. Et là, vous avez une forte baisse de prix. Quand on remet ça un peu en perspective, après, les marchés américains sont un peu spécifiques, je crois que Gunther en parlera. Mais si on regarde sur un indice particulier qui est le Nasdaq 100, donc les 100 plus grosses cotations tech américaines, on voit qu'en fait, ce qu'on appelle un crack là, si on regarde le marché boursier, ça peut presque se discuter si on regarde le Nasdaq 100. En gros, le Nasdaq 100 actuellement
est à peu près à son niveau d'il y a 4 mois. Donc, il suffirait de lisser, donc au lieu de prendre des données journalières, de prendre des données semestrielles, voire même si on prend des données annuelles. Sur des données annuelles, cet événement-là pourrait disparaître si jamais les marchés, d'ici la fin de l'année, retrouvent un niveau proche de celui-là. Donc là, on est sur le Nasdaq 100. Alors, c'est pas pour minimiser cet effet, mais on a eu une très forte baisse, à peu près dans les mêmes magnitudes. Donc, on a eu des bourses qui ont perdu entre, alors Gunther en parlera, mais entre moins 20 et moins 50% selon les indices, selon les places de marché, en tout cas sur une période d'1 mois. Et certaines qui ont récupéré déjà assez vite. Donc, le Nasdaq 100 a déjà fortement récupéré. Alors, il y a encore une baisse, mais encore une fois, on est rendu à un niveau d'il y a quelques mois. Le CAC 40, on a un tout petit bout de rebond là, mais voilà, il y a encore une baisse forte du CAC 40. Et si on se place sur encore plus longue période, on voit ça. Et alors, ce qui est important dans ce graphique, il y a 2 choses. Il y a premièrement l'idée que les marchés actions en moyenne montent sur longue période. Donc ça, historiquement, c'est ce qu'on peut voir. Il y a des papiers sur très longue période qui montrent que les marchés, historiquement, ont augmenté à peu près de 5% par an, qui comparent les performances des différentes classes d'actifs. Et le marché action reste, avec l'immobilier, le marché qui apporte le meilleur rendement. Après, forcément, il y a du risque en face. Et donc, quand on regarde ici, c'est un indice mondial sur différentes périodes. On voit globalement, ici, vous avez la bulle Internet, enfin crise Internet, vous avez ici la crise subprime et il y a ici ce qu'on est en train de connaître. Donc, ça fait prendre un peu de recul, ça fait un peu relativiser, c'est important, mais en magnitude des mouvements, c'est des choses qu'on a déjà pu voir dans le passé. Alors, vous aviez une sortie, et ça me permet d'introduire un peu la notion de un peu d'efficience des marchés, ce qui est dans les prix et ce qu'on peut prévoir les mouvements. Vous avez en mars, vous aviez la secrétaire d'État qui avait dit c'est le moment d'investir en bourse. Ça avait fait un tollé parce que justement, il disait que c'est pas une secrétaire d'État de faire des conseils en investissement, ça peut être interdit d'ailleurs. Et ici, on peut se poser la question de ce qui se passe en moyenne lorsque les marchés craquent et ce qu'on peut attendre sur les mois à venir. Alors, premièrement, sur la comparaison longue période de cette crise, ce qu'on connaît ici avec ce qu'on a pu voir depuis globalement le début du XXe siècle, il y a un papier très récent de Baker, Bloom, Davis et des co-auteurs où ils ont fait quelque chose d'assez basique, mais ce que j'aime bien dans ce papier, c'est qu'ils sont sur très longue période. Moi, ce que je vais essayer de vous faire passer comme intuition là, c'est l'important de regarder les données sur longue période et pas de trop se focaliser sur le court terme. Ce qu'ils ont fait globalement, ils ont pris les médias américains et ils ont regardé le sentiment dans les médias américains et ils ont aussi et surtout, c'est ce qui va m'intéresser ici, regardé la volatilité des marchés depuis 1900, ce qui permet encore une fois de comparer cette crise à ce qu'on a pu voir avant d'un point de vue marché et volatilité. Et ils arrivent à ce graphique-là que j'aime bien. La volatilité est calculée hyper simplement, c'est les rendements au carré sur 2 semaines roulantes. Alors, vous avez sûrement vu, il y a plein de manières de calculer la volatilité. On peut la calculer à partir de données intraday. Ici, c'est vraiment une standard deviation sur 10 jours. Alors, on peut discuter de la mesure, mais globalement, dans les magnitudes des effets, c'est ça qui va nous intéresser ici. Globalement, la volatilité des marchés sur la période de fin mars, c'est historiquement supérieur à la volatilité de la crise des subprimes et globalement dans les mêmes ordres de grandeur que les 3-4 grandes dernières crises que sont la période 29-33. Alors ici, il y avait beaucoup plus de volatilité, en fait, pas forcément au niveau sur 10 jours, mais c'était très fréquent durant une longue période de temps. Et on se rapproche de ce qu'on a vu dans le Black Monday de 87 et dans la crise de 2008. Donc globalement, quand on a une période de très forte volatilité des prix, c'est pas forcément le meilleur moment pour rentrer dans un marché. Il y aura une volatilité très forte encore pendant de nombreuses semaines, voire de nombreux mois. Ici, tout simplement parce que si on suppose que les prix sont formés à partir d'informations qui arrivent, il y a beaucoup d'informations nouvelles qui vont arriver, il y a beaucoup d'incertitudes sur les informations. Et donc, toute nouvelle information sur
un vaccin potentiel, une rechute potentielle, un déconfinement, un effet macro. Tout ça, ça fait que chaque nouvelle information va entraîner une révision des prix qui peut être rationnelle avec peut-être une petite partie d'irrationnelle, ce que je discuterai très rapidement. Et donc, on peut s'attendre à une très forte volatilité encore pour de nombreuses périodes. Et vous avez ici, ils ont construit un indicateur à partir des données médiatiques. Alors moi, je travaille beaucoup sur le rôle des médias, finance comportementale, rôle des biais comportementaux dans les prix. Et ce qu'on voit, si on essaye de le comparer, que ce soit avec la grippe espagnole ou avec les événements plus récents, que ce soit Ebola, H5N1 et autres, on est dans des magnitudes ici qui n'ont rien à voir avec les précédentes épidémies. Alors, c'est logique, on le sait, mais ce qui est intéressant avec ces indicateurs, c'est qu'on peut le quantifier. L'intérêt de quantifier ça, c'est que derrière, on peut le mettre dans un modèle pour essayer d'estimer les effets, et c'est ce qu'ils font dans ce papier-là. Alors, l'autre chose, moi, ce que j'ai fait avec… donc, vous avez Baker Bloom Davis, ils sont très connus pour avoir fait un indicateur qui est l'indicateur Economic Policy Uncertainty. En gros, ils regardent dans les médias, est-ce que les médias parlent d'économie et d'incertitude. Et vous voyez ici leur indicateur en rouge. Pareil, on est sur des niveaux hyper élevés. Et ce que j'ai fait, je suis en train de travailler avec eux, quand on le construit avec les données Twitter, on trouve à peu près la même chose. Donc ici, en vert, vous avez l'indicateur d'incertitude basé sur des données Twitter. Et en rouge, vous avez l'indicateur d'incertitude basé sur les données de Baker & Bloom, sur des données médias. Et globalement, ce qu'on voit, on voit une énorme hausse de l'incertitude. Et historiquement, incertitude, ça fait de la volatilité, ça fait des chocs macro négatifs. Et donc là, on peut s'attendre à des effets très négatifs. Je vais assez vite pour laisser du temps aux autres. Juste rapidement, un autre papier intéressant sur qu'est-ce qui se passe après que les marchés, après un crash. Il y a ce papier de Goldman et Kim où ils ont analysé plus de 100 périodes de crash. Eux l'ont catégorisé sur… Alors, dans le papier, il y a plein de trucs, mais c'est sur une baisse des marchés d'au moins 40% sur une période. Ce qu'ils voient, c'est qu'en moyenne, après un crash, les prix remontent légèrement dans les 2 années suivantes. Bon, après, faire attention avec ce genre de choses. Tous les crashs ne sont pas les mêmes, mais voilà, c'est l'idée que souvent, il y a quand même, en moyenne, dans ce papier, ils trouvent une sorte de surréaction des marchés avec une petite correction durant les années d'après. Donc, c'est l'idée, en fait, vous avez l'idée de bulle lorsqu'il y a les prix qui augmentent de manière irrationnelle, donc déconnectés de la valeur fondamentale. Vous avez aussi une notion ici qui est de bulle négative lorsque les prix baissent, mais trop fortement par rapport à une sorte de valeur fondamentale. Sachant que la valeur fondamentale est dure à estimer en période normale et quasiment impossible à estimer dans une période comme ce qu'on a actuellement. Et globalement, juste pour finir, on peut replacer ça un peu dans le débat Fama contre Shiller, 2 auteurs dont vous avez déjà sûrement pas mal entendu parler. Donc, si je me place du point de vue de Fama, Fama vous dirait qu'actuellement, les prix sont bons. Que globalement, les marchés ont corrigé fortement, donc il y a eu une très forte baisse des marchés, tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de nouvelles informations. Ces nouvelles informations sont négatives sur les bénéfices futurs des entreprises, sont potentiellement négatives sur la prime de risque et potentiellement un impact sur les taux. Et donc que globalement, le prix aujourd'hui reflète parfaitement toute l'information disponible. Pourquoi les prix bougent beaucoup ? Parce qu'il y a sans cesse de nouvelles informations, dans un sens comme dans l'autre, et les marchés s'ajustent. Donc globalement, si on suit l'idée de Fama, on n'a aucune idée de l'évolution future des marchés. Est-ce que ça va rebondir? Est-ce que ça va continuer ou autre? Est-ce qu'on va avoir un crack encore plus important? Parce que pour Fama, les bulles n'existent même pas. Donc là, vous avez une citation qui est intéressante. Selon lui, le prix reflète toujours l'information disponible. Et de l'autre côté, vous avez Shiller, donc prix Nobel d'économie sur la finance comportementale, qui explique qu'il y a sûrement une composante un peu irrationnelle, potentiellement drivée par des news, par des réseaux sociaux, par des comportements moutonniers. Et dans ce cas-là, lorsqu'on a des comportements moutonniers, il peut y avoir des baisses trop fortes et des hausses trop fortes avec des corrections derrière. Voilà un autre papier, mais je vais passer dessus rapidement, qui explique pourquoi Fama n'a pas si tort que ça.
Je suis pas un total défenseur de Fama, mais voilà, faut faire attention avec selon moi, la remise en cause de l'efficience des marchés, ce qu'on voit depuis une vingtaine d'années, elle est très bien. Ça ne veut pas dire que les prix sont facilement prévisibles. Donc, Fama est au moins correct sur le fait que l'évolution des prix est à peu près aléatoire. Et si dès que vous voyez quelque chose du genre, voilà, les marchés vont remonter selon ça, globalement, les marchés suivent à peu près une marche aléatoire et là-dessus, Fama est plutôt pas mal. Ensuite, en période de crise, et ça, je pense que Catherine pourra en parler, il y a des effets réseau, il y a des effets finance comportementale qui peuvent jouer. Et un dernier ouvrage, celui de Robert Shiller, qui est Narrative Economics, sur comment... alors, ça a été publié forcément avant la crise Covid, et on voit son idée globalement de ce bouquin de Shiller, donc du prix Nobel 2013, c'est comment les narratifs, donc comment des histoires deviennent virales et peuvent entraîner des mouvements majeurs économiques. Donc, il y a toujours cette idée qu'il y a des faits qui bougent les prix, il y a une interprétation qui bouge les prix, et à la fin, il y a un prix qui est une sorte d'agrégation d'un sentiment moyen de beaucoup d'acteurs. Et donc, ce prix n'est pas toujours le bon, mais par contre, ce prix reste très dur à prévoir. Donc voilà, j'essaie juste de respecter 15 minutes. Je sais que c'était assez dense. On pourra revenir sur des choses. Et voilà, j'ai vu qu'il y avait des questions en même temps. Je vais regarder ça, mais je laisse la parole à Catherine maintenant. Alors, avant de te donner la parole, Catherine, juste un petit point, parce qu'il y a quelque chose d'assez... une petite anecdote que j'ai trouvée assez sympa, justement, sur ces aspects de finance comportementale. Donc j'en profite et après, je laisse la parole à Catherine. Et merci, Thomas. C'était vraiment très clair. Alors, cette anecdote, en fait... Aujourd'hui, à cette heure même, on devrait être en cours dans l'amphi Bachelard avec les étudiants et la séance d'aujourd'hui, normalement, c'était une séance sur la finance comportementale. Et donc, il y a un article que je cite souvent en finance comportementale, c'est un article de Richard Thaler qui montre par exemple que il y a quelques années de cela, quand Barack Obama était président, il y a eu un dégel avec Cuba. Je pense que vous vous en souvenez. Au niveau géopolitique, il y a eu une levée de l'embargo. Que s'est-il passé à ce moment-là ? Les investisseurs se sont rués pour acheter des actions dont l'acronyme était Cuba. Mais ces actions, c'est un fonds en l'occurrence qui n'a rien à voir avec le pays Cuba, mais qui portait sur la zone Caraïbe. Donc, ça montre un peu l'irrationalité parfois des marchés. Et pourquoi je vous donne cette anecdote ? Parce que très récemment, on a un peu la même anecdote. On utilise tous Zoom. En fait, il existe deux entreprises qui s'appellent Zoom. On a Zoom Vidéo, c'est le logiciel qu'on utilise là ensemble. Et il y a une entreprise qui est basée donc à Hong Kong, je crois, qui s'appelle Zoom Technology. Et Zoom Technology n'a absolument rien à voir avec l'entreprise Zoom Vidéo. Mais l'acronyme de Zoom Technology, c'est justement Zoom. Et donc, on voit ici, à partir donc de mi-février, une augmentation des prix fulgurante, puisqu'on est passé d'environ $50 à $700 pour cette entreprise dont l'acronyme est Zoom et qui n'a rien à voir avec le logiciel qu'on utilise ici. Bon, c'était juste un petit exemple d'irrationalité des marchés. Bon, j'étais un petit peu long, je laisse la parole à Catherine, mais voilà. Voilà, donc je prends la suite de Thomas. Il y a effectivement des liens entre ce que je vais dire et ce qu'il vous a dit. On n'a pas le temps de creuser les similitudes, mais bon, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont communes. Alors, je vais vous parler donc de réseau Big Data et marché financier, avec donc les points principaux suivants qui vont être abordés. D'abord, la question en temps de crise, quelle est l'utilité des modèles existants ? On va répondre de manière ambiguë et donc on va se poser la question des limites qu'il faut dépasser. Et ensuite, je ferai deux suggestions. Je voulais simplement vous signaler l'existence de la psychohistoire. Alors, c'est une discipline qui n'a pas donné de prix Nobel et pour cause, donc, elle a été développée quand même par Isaac Asimov. Plus de 500 un enfant hyper doué, paraît-il, et donc qui a continué à l'être toute sa vie, et qui a écrit des romans de science-fiction. Et l'idée de la psychohistoire, c'est d'essayer de prévoir l'histoire en faisant référence à la psychologie des comportements humains et en analysant donc les fonctionnements sociaux à partir de physique statistique. Alors, justement, ça me fait
ça me donne la transition avec le point suivant qui est l'éconophysique, donc qui est une partie de l'économie qui a commencé à émerger dans les années 70 et qui consiste à utiliser des notions et des méthodes d'analyse développées en physique pour étudier des phénomènes économiques et sociologiques. Bon, donc ça c'est l'arrière-plan. Je reviendrai sur la notion sur la physique, mais les réseaux, évidemment, vous comprendrez que c'est quelque chose qui est commun à toutes ces approches. Donc, ce que l'on va considérer, c'est le risque systémique. Alors, systémique, regardez bien, ça vient de système. Et donc, on va s'intéresser à la stabilité ou instabilité d'un système. Progrès dans la théorie, mais qui ne datent pas d'aujourd'hui, hein, qui ont commencé à être très sensibles depuis déjà quelques décennies, mais qui sont évidemment très frappants aujourd'hui parce qu'on peut les utiliser grâce à des outils, donc augmentation considérable des capacités de calcul, technologie de l'information et les big data dont vous avez tous entendu parler. Alors, avant d'aborder les suggestions que je vous ai mentionnées, je voudrais revenir sur l'insuffisance des modèles existants. Alors, je vais ne pas prendre la parole, mais la donner à Jean-Claude Trichet, qui était gouverneur de la Banque centrale en 2010, et qui dit que eh bien, il s'est senti abandonné, tout simplement, en temps de crise, quand il a fait référence aux modèles dont on pouvait, qui étaient disponibles à ce moment-là. Alors, quels étaient les outils ? Les outils, bon, les modèles d'équilibre général stochastique, avec une représentation simplifiée de la réalité, puisqu'il s'agit de l'équilibre et que le monde est rarement en équilibre. Et puis les modèles économétriques, on travaille ensemble sur ces modèles dans le cours de Financial Economy, de l'économétrie financière, et qui postulent que l'histoire se répète. Et c'est un peu ce qu'a montré Thomas. Effectivement, il y a une part de vérité. C'est-à-dire qu'on peut tirer les leçons du passé pour anticiper le futur, en partie. Alors, effectivement, ces modèles reposent sur des hypothèses fortes, comme tout modèle, et notamment sur le comportement des agents, qui est aussi central, comme vous l'a expliqué Thomas. Marché financier, alors les anticipations rationnelles dont Thomas a parlé, et puis l'efficience des marchés financiers également. Des hypothèses fortes, alors qui ont fait couler pas mal d'encre et qui continuent à en faire couler, et donc ces hypothèses à ne pas oublier. Ensuite, la représentation des chocs, puisqu'on étudie la stabilité ou l'instabilité des systèmes, le plus souvent, ils sont exogènes, dans les premiers modèles. Et puis, dans les deuxièmes, c'est plutôt des approches statistiques, avec des parties imprévisibles des séries, comme je vous l'ai expliqué, comme on a regardé en cours. Donc, quelque chose de très statistique et difficile à structurer. Et puis, les effets des chocs, à ne pas confondre avec les chocs, ce qui est souvent le cas, les effets des chocs sont le plus souvent sans feedback et proportionnels. Souvenez-vous des multiplicateurs dynamiques du moving average que l'on a étudié. Bon, alors, un constat, les hypothèses sont violées, la réalité est plus complexe et moins favorable qu'on ne pouvait le penser. L'histoire ne se répète pas. Alors, j'ai donné un exemple, mais simplement factuel. En 2006, souvenez-vous, il y a des nouveaux produits financiers qui étaient au cœur de la crise, les CDO, les CDS, et on n'aurait pas imaginé leur existence quelques années auparavant. Les croyances et comportements humains ne sont pas forcément homogènes, ils sont hétérogènes, interdépendants, avec l'effet moutonnier dont Thomas a parlé. Donc, on a effectivement une remise en question assez facile des hypothèses. Alors, des citations à ce propos. Je ne vois pas exactement ce que j'ai mis, mais enfin, vous pourrez les lire avec à nouveau Jean-Claude Trichet qui disait que les anticipations rationnelles avaient vécu après la crise de 2010, et Greenspan qui disait effectivement qu'il y avait un collapse de l'hypothèse des marchés efficients en 2008. Donc, je vous laisse réfléchir à ces citations. Alors, donc, ce constat, c'est le bon sens. Qu'est-ce que c'est qu'un système complexe ? Parce qu'on va regarder les choses complexes. Le monde est complexe. C'est un ensemble de nombreuses parties qui interagissent fortement. Vous pensez, alors je fais référence à la physique, la solide, le liquide, mais vous pouvez penser aussi aux colonies. Colonies d'animaux ou humaines, des écosystèmes, l'économie ou le système financier. Et ce qui est important, c'est que de ces interactions vont émerger des propriétés globales, macro. Alors, en physique statistique, justement, on s'intéresse aux propriétés thermodynamiques, la pression, la température d'un système, et on va essayer de les comprendre en regardant les mouvements des atomes,
avec des approches statistiques et de statistiques, donc physique statistique. Et donc, on va regarder ce qui est très micro pour essayer d'inférer des propriétés macro. Ces interactions vont déterminer la dynamique des systèmes et donc l'instabilité. Et ça a été bien compris, si vous vous souvenez, après la crise de 2008, eh bien, la régulation a été développée dans un sens macro-prudentiel. On a essayé de réguler un système plutôt que les parties, le composant, et notamment les banques prises isolément. Alors, les systèmes sont adaptatifs, mais ça, je n'aurai pas le temps d'en parler, donc ce qui ajoute de la complexité, évidemment. Alors, venons-en maintenant à nos suggestions, et j'espère que vous allez comprendre facilement pourquoi c'est intéressant d'étudier les réseaux en premier lieu. Alors, il y a Andy Haldane, qui est un directeur exécutif de la stabilité financière de la Banque d'Angleterre, qui a noté que ce qui s'était passé en 2008 après la faillite de Lehman Brothers avait d'étranges similitudes avec l'épidémie du SARS en 2002. Donc, ce qui nous ramène au Covid, qui est le fil rouge de notre série de conférences. Alors, que s'est-il passé dans les deux cas? Eh bien, il y a eu un petit événement qui a frappé un système, qui a engendré la peur, parce que ça c'est important, qui s'est propagé, et puis à la fin, on a eu des dommages énormes. Bon, alors revenons à la finance, la cause la plus évidente d'interaction, puisque donc maintenant on regarde l'utilité des réseaux pour représenter les interactions entre les petites parties d'un système, évidemment le lien créditeur-emprunteur. Donc on pourra parler du marché interbancaire avec la crise de confiance et le gel des échanges en 2008. Je signale des points qui invitent à la réflexion. Ce ne sont pas les banques les plus grosses qui représentent le plus grand risque systémique. Donc là, je citais un article qui a montré à partir de DebtRank. Alors, c'est un algorithme qui est inspiré de PageRank de Google, qui est utilisé pour le moteur de recherche donc, par Google. Et ils ont constaté que ce n'étaient pas forcément les banques les plus grosses, mais des banques qui avaient une certaine centralité dans un réseau. Un deuxième point qu'on peut discuter, et donc qui appelle à la réflexion, c'est que la diversification peut être contre-productive, donc avec un accroissement du risque systémique. Et en fait, la détérioration de la situation d'un agent qui a des grosses difficultés va affecter durablement tout son futur, tout son avenir, parce qu'il va y avoir des réactions des contreparties. Donc là aussi, un article Liaison dangereuse que je vous invite à regarder par Battison et ses co-auteurs de 2012. Il y a l'effet de levier, qui a aussi un effet d'amplification donc de ces transmissions par les liens du réseau, donc ici créditeur-emprunteur. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin, j'ouvre des portes, nous ne pénétrons pas dans les pièces, mais je vous laisse regarder, il y a pas mal de choses sur Internet, et puis on peut en discuter évidemment quand vous le souhaitez. La deuxième suggestion, c'est l'utilisation des big data, notamment à travers les réseaux sociaux. Alors, on a un flot exponentiel de données disponibles, et donc une opportunité formidable pour étudier le comportement humain, les comportements humains, essayer de tirer des indicateurs quantifiés, ce que fait Thomas et d'autres auteurs, et qui effectivement se révèle très utile. Et donc, les réseaux sociaux constituent un nouveau laboratoire pour l'observation en économie et en finance, et bien dans bien d'autres domaines, mais ici, on se concentre sur la finance. Alors, je vais terminer par des illustrations. Et donc ici, des exemples qui sont tirés de la littérature. Et puis, je terminerai, j'espère que j'ai un autre slide, sur un exemple de recherche qui est un chapitre de thèse que je suis censée encadrer. Et vous verrez qu'on a une combinaison intéressante de l'utilisation des réseaux et des big data. Alors, un premier exemple, c'était des élections, à propos d'élections du Congrès américain. Il y a une étude de l'Université de San Diego qui a montré, alors c'est assez intéressant, des chercheurs ont posté donc sur Facebook une question, allez-vous voter, je crois, et donc les gens étaient invités à cliquer pour répondre, et en fait leurs amis voyaient leurs réponses. Et il a été prouvé, donc de manière assez scientifique, avec des groupes de contrôle, etc., que ces échanges via Facebook, le fait de voir ce que les amis faisaient, eh bien, a incité des électeurs à aller voter, et de manière très significative. Donc, vous voyez que ça peut être intéressant et aussi dangereux, bien sûr. Mais en tout cas, les effets de réseau à travers les réseaux sociaux sont effectifs. L'exemple numéro 2, c'est les transactions d'une entreprise cotée sont corrélées au volume de recherche récente sur Internet qui la concerne. Bon, ça, je pense que c'est assez
avérée. Et puis, un troisième exemple qui fait le lien avec ce que nous connaissons actuellement avec le Covid-19, c'est que des systèmes, avec un S, excusez-moi, similaires, ont été exploités pour prévoir le phénomène de la grippe saisonnière dès 2009. Et donc là, en fait, l'idée, c'était que beaucoup d'internautes vont chercher des informations sur Internet quand ils ont un souci ou une inquiétude de santé. Et en fait, en repérant cette information-là et en la mettant en regard des visites effectives qu'ils ont réalisées auprès de médecins à propos donc d'inquiétudes concernant la grippe, eh bien, il y a eu effectivement un lien qui a été effectué et ça peut être intéressant pour prévoir, disons, l'extension d'une épidémie, ce qui pourrait être utile actuellement pour les visites d'hôpitaux. Voilà, donc je reviens pour terminer à la finance. Ça va, je suis dans les temps. Un exemple de recherche actuelle, donc c'est un petit peu plus technique, mais je pense que vous allez comprendre. J'ai mis en rouge un petit peu les informations que vous devez décoder. Alors, il y a un impact de la profitabilité. Alors, c'est pas l'impact qui est faible, c'est quand la profitabilité est faible pour une institution financière, eh bien, elle peut avoir un impact sur le risque systémique, donc sur les marchés européens, et plus spécifiquement sur le marché des dérivés OTC, donc over the counter, donc des marchés où les échanges se font directement entre vendeurs et acheteurs sans intermédiaires. Alors, depuis 2014, il y a obligation pour les parties donc les vendeurs, les acheteurs qui résident en Europe, de reporter les détails de leurs transactions sur des produits dérivés. Donc, c'est l'EMIR, le système donc, de surveillance. Et puis, depuis 2015, donc juste après, le conseil de surveillance de la BCE a souligné le fait que les banques de faible profitabilité pouvaient faire peur et donc représenter un grand risque pour le système bancaire. Alors l'idée, c'est d'exploiter les deux types d'informations, à la fois sur les transactions sur les marchés des dérivés et les informations donc, sur la profitabilité elle-même des institutions financières, les banques, mais aussi, non seulement les banques, mais aussi les fonds de pension, ou les fonds, plutôt les hedge funds et les mutual funds, et de voir, donc, par une analyse en données de panel, s'il y a un lien entre les deux. Et donc là, l'idée, c'est d'expliquer, de voir si la contribution au risque systémique, donc ce qu'on veut expliquer, peut être expliquée par l'état de profitabilité d'une banque. Alors, la contribution au risque systémique, et c'est là qu'interviennent les réseaux, il y a plusieurs mesures qui peuvent être proposées et qui sont déduites d'analyse de réseau. Alors, il y a PageRank Centrality, donc c'est un indicateur de centralité dans le réseau qui est déduit d'un algorithme PageRank dont je vous ai parlé, donc inspiré de Google pour le moteur de recherche. Et les variables explicatives vont être des variables de profitabilité, donc notamment le return on equity, par exemple. Et donc, vous voyez qu'on a combinaison d'une analyse de réseau, puisqu'on va aller chercher un indicateur de contribution au risque systémique, et aussi une utilisation d'une base de données massive, puisqu'on va aller regarder, exploiter des données qui sont relatives aux transactions sur un marché, donc qui sont très nombreuses. Voilà. Donc, j'en ai terminé. Je pourrais ajouter les références de manière plus précise. Et puis, évidemment, je répondrai aux questions si vous en avez. Voilà. Il y a pour ceux qui s'intéressent au réseau, il y a des chercheurs qui ont traqué tous les tweets contenant coronavirus, Covid, pandémie et autres depuis le 22 janvier. Et il y a une base de données publique de 100 millions de messages disponibles qui vient d'être publiée. Donc, c'est vraiment le truc parfait pour faire de l'analyse de réseau. Et c'est assez rare d'avoir une base de données de grande taille comme ça mise à la disposition du public. Donc, c'était juste un petit détail pour ceux que ça intéresse. Vous allez plus que creuser dans la base. C'est hyper intéressant parce que je vous montre, je suis juste en train de la reconstituer, mais vous avez la date exacte des tweets. Donc là, on voit les premiers qui remontent quand même en janvier, avec les premiers messages de médias qui disaient qu'il y avait un premier cas confirmé reporté à Washington. Et donc, il y a 100 millions de messages comme ça, avec la localisation de l'utilisateur qui a envoyé le tweet.
Donc, pour le coup, ça permet sûrement de faire des choses type détection de la grippe à la Google, mais en un peu plus précise, hein, parce qu'on a des individus et on a le contenu. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont sûrement commencer à travailler là-dessus. Mais si vous êtes intéressé par les données de réseau, c'est un très bon premier dataset pour commencer à jouer un peu avec les données. Merci à tous les deux hein, pour tous ces éléments passionnants. Hein. C'est bien d'avoir comme ça un peu de distance sur les événements, alors soit de la distance historique, soit un regard méthodologique. Je trouve que pour ma part, je trouve que c'était vraiment bien. Alors, du coup, moi, j'ai prévu une troisième partie. Alors, bon, beaucoup plus modeste et peut-être, à voir ensemble. L'idée, c'était aussi de changer un petit peu de façon de présenter les choses. J'ai voulu regarder un peu la réaction donc des marchés boursiers dans chaque pays vis-à-vis donc de cette pandémie. Et donc avec vous, je vais vous montrer les principaux résultats que j'ai pu obtenir. Voilà. Alors la première chose que j'ai commencé à faire, j'ai récupéré des données très simples. Hein, ces données sont publiques hein, sur malheureusement donc le nombre de décès par pays pour une quarantaine de pays, que j'ai croisé avec les variations en bourse pour chacun de ces pays. Donc, je prends les principaux indices boursiers mondiaux et je regarde un peu ce que ça donne. Et comme vous pouvez le voir, effectivement, on n'a aucun résultat frappant. Je crois que c'est un point intéressant à souligner. Hein. La réaction des marchés boursiers dans chaque pays n'a pas été proportionnelle donc, à la gravité sanitaire. Eh bien, les pays les plus touchés n'ont pas subi une variation très, très, très forte en amplitude. Et on peut se demander pourquoi. Je crois que l'élément principal, c'est tout simplement que la profondeur de ces marchés leur a permis d'être plus résilients. Hein, on voit au contraire que des pays, les petits pays, les places financières les moins importantes, ont connu une contraction beaucoup plus forte. Hein. C'est un peu l'idée qu'on peut se faire de ce petit schéma. Hein, si on zoome un petit peu, on voit, hein, j'ai zoomé sur les petits pays, on voit bien que la variation peut être très forte pour les pays émergents, le Mexique, la Colombie, le Maroc, la Pologne, la Turquie. Hein, beaucoup plus forte que pour les grands pays européens. Alors du coup, cette intuition, je me suis dit, on peut essayer de la tester empiriquement, hein, rapidement. J'ai fait ça ce matin. Donc j'ai récupéré des données de la Banque mondiale et j'ai essayé de voir s'il y avait des éléments structurels qui pouvaient expliquer donc cet impact qui peut être très différent d'un pays à l'autre, au-delà donc du nombre de décès. J'ai fait une régression instantanée, alors j'ai très peu de points, hein, et l'idée c'est de montrer encore une fois que donc ma variable endogène c'est la rentabilité sur chacun de ces marchés, eh bien elle est complètement décorrélée de la gravité sanitaire, hein, ici qui est le nombre de décès dans chaque pays. Mais elle ne s'explique pas non plus par d'autres variables spécifiques au pays. Hein, que l'on prenne des variables classiques, hein, le PIB par habitant, le PIB hein, pour avoir un effet taille, que l'on prenne le taux de chômage, que l'on prenne la part de l'industrie dans le PIB. On peut aussi imaginer que le fait d'être exposé plus ou moins au tourisme, ça a pu impacter et causer une récession plus importante dans certains pays. Donc, je le teste, la part des exports dans le PIB. Et je disais, donc, j'ai régressé donc, la variation sur un certain nombre d'indicateurs macro standards. Je vous disais, j'en étais à la part des exports dans le PIB, parce qu'évidemment, les pays avec un taux d'ouverture élevé vont peut-être subir plus fortement que les autres l'impact de cette crise. Le fait d'avoir accès à Internet plus ou moins, en période de confinement, c'est important. Et puis des indicateurs un peu sanitaires, la densité de la population et les dépenses de santé par tête. Eh bien, aucune de ces variables n'est significative. Tout ça pour dire que les variations boursières en coupe instantanée, je suis incapable de les expliquer. J'ai aussi testé, il y a eu une question en ce sens posée par mon ami Jérôme Glachan, hein, sur l'impact des volumes. Est-ce que les marchés sur lesquels les volumes sont plus importants, est-ce que ces marchés sont plus résilients? Hein, vous savez qu'il y a tout ce débat sur l'utilité sociale des volumes sur les marchés boursiers. Vous savez que c'est un thème qui m'est cher. Si je rajoute les volumes de transactions, non, ça n'a pas permis au marché d'être plus résilient. Ça ne joue pas non plus. Donc ça, c'est pour l'analyse en coupe instantanée. Encore une fois, le résultat, il est que l'impact, le krach boursier n'est pas lié
donc à la crise sanitaire dans chaque pays. Ensuite, on peut procéder également en utilisant des données de panel pour voir au jour le jour si les marchés réagissent donc aux informations qui nous sont fournies donc quotidiennement sur le nombre de nouveaux cas et le nombre de décès. Et grâce donc à Thomas qui a bien voulu me passer ces données, je vais vous présenter un peu ce qu'on peut dire de ces effets. Alors là, on va être plutôt en panel, mais avant de passer à l'estimation proprement dite, je voulais vous montrer des résultats pour la France. La première question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il faut que je regarde le nombre de cas? Est-ce que je regarde le nombre de morts? Quelle est la variable qui est impactante? Bon, en fait, ici, vous avez deux échelles différentes, évidemment, et heureusement. Mais tout ça est très corrélé, donc je vais essentiellement m'intéresser au nombre de cas. Le nombre de cas, vous avez vu, c'est cette courbe-là logistique. La modélisation, on en parle beaucoup en ce moment. Avec une échelle logarithmique, on voit un peu mieux les choses. Alors pourquoi je fais ce graphe avec l'échelle logarithmique? C'est parce qu'il y a quelques semaines, il y a eu ce tweet qui a pas mal tourné sur un journaliste qui justement ne comprenait pas et pensait qu'il y avait une erreur dans la représentation un peu standard qu'on fait de l'augmentation du nombre de cas. Ne comprenait pas que l'échelle des ordonnées soit si étrange. Évidemment, il s'agit d'une échelle logarithmique. Donc, voilà. J'en profitais pour dire à nos étudiants, vous voyez, les études d'économie, ça sert au moins à ça. Même lorsqu'on veut faire du journalisme, c'est bien d'avoir des études, réaliser un peu de stats auparavant et des études économétriques. Alors maintenant, le lien avec le marché boursier, pour revenir au sujet. Alors, comme vous le voyez, et une question a été posée tout à l'heure en ce sens. Comme vous le voyez, la corrélation, elle ne va pas du tout être évidente. Vous avez donc ici le nombre de cas sur l'échelle de gauche et l'évolution du CAC 40 sur l'échelle de droite. Eh bien, la baisse, le crack, a eu lieu avant même qu'on ait beaucoup de cas. Ça rejoint l'idée que les marchés sont forward-looking, ils anticipent sur la crise et dès la mi-février, on avait des craintes très 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 fortes avant même qu'il y ait un nombre de cas important en France. Et puis quand le nombre de cas a vraiment explosé, eh bien les marchés boursiers sont restés relativement stables. Ça ne veut pas dire que les marchés boursiers ne se soucient pas du nombre de cas, du nombre de malades. Ça signifie juste que l'information a été intégrée dans les cours un peu en avance. Alors bien sûr, vous allez me dire, là je prends le nombre de cas en France. Qu'est-ce qui se passe si je prends le nombre de cas au niveau mondial? Eh bien, on a un peu la même chose. On voit de la même manière que l'explosion du nombre de cas ne coïncide pas avec le krach boursier proprement dit. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de se dire, mais au fond, ce n'est pas le nombre de cas total qui est important, c'est le nombre de nouveaux cas chaque jour. Et est-ce que le nombre de nouveaux cas augmente ou pas? Donc ici, un petit nuage de points. On voit encore une fois qu'il n'y a pas de lien. Ici, j'ai pris le nombre de nouveaux cas donc ce nuage de points, alors uniquement sur la France. Après, j'ai des tests économétriques sur beaucoup plus de points. Mais ici, sur le cas de la France, on voit que le nombre de nouveaux cas n'influence pas du tout les rentabilités journalières. Et je vous le disais, non seulement on peut s'intéresser au nombre de nouveaux cas, mais aussi au phénomène d'accélération. Est-ce que j'ai plus de nouveaux cas aujourd'hui qu'hier ou est-ce que j'en ai moins? Est-ce que je suis dans une phase d'accélération ou une phase de ralentissement? Et donc, si on fait la différence, donc c'est une double différence pour le coup, on fait la différence sur la différence de cas avérés, et bien là encore, on n'a aucune corrélation en apparence entre l'impact de la crise sanitaire et les marchés boursiers. Alors, ces graphes sont assez intéressants, mais il ne faut pas se décourager, parce que si on fait les choses proprement, comme je vais le montrer dans un instant, on arrive quand même à des résultats assez positifs. Et donc, je vais repasser maintenant sur Stata. Alors maintenant, je ne le prends pas pour un pays, je le prends pour l'ensemble des pays. Donc, c'est des données de panel. Alors, on a environ 4000 points, 4000 observations, parce qu'on a une cinquantaine de pays sur plusieurs semaines. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ce qui compte le plus, c'est l'accélération. Là, pour le coup, le résultat il est significatif. Quand il y a une accélération dans un pays en particulier, eh bien, la crise, elle est plus importante. Mais je vais vite sur ces résultats qui sont des résultats préliminaires pour arriver au point clé. Au fond, ce qui compte, et on le voit souvent dans le cas de nos cours, lorsqu'on parle des études d'événements, ce qui compte, c'est pas tant la réaction d'un marché,
pris isolément. C'est la réaction d'un marché par rapport au marché global. Et donc, là où je voulais en venir, c'est que comme dans le cas des études d'événements, on va considérer non pas la variation de l'indice CAC 40, par exemple, mais la variation de l'indice CAC 40 par rapport à la variation du marché mondial. Et pour le marché mondial, je prendrais comme proxy le marché américain. Donc, on va faire la différence entre la rentabilité du CAC 40 et la rentabilité du marché américain, et on va voir ce que ça donne. Alors, si on fait la régression, ce n'est pas tant le nombre de nouveaux cas, ni même l'accélération dans un pays donné qui compte. Cet impact-là n'est pas du tout significatif. En revanche, le nombre de nouveaux cas et l'accélération ou la décélération impactent significativement les variations boursières dans chaque pays. Et puis, j'ai rajouté, c'est ces deux facteurs-là donc, qui sont importants. Donc, il y a bien un effet négatif important du nombre de cas et du nombre de nouveaux cas sur les rentabilités. Et en moyenne, on l'estime à combien ? Pour 1 million de nouveaux cas dans le monde, c'est pas au niveau national que ça joue, c'est au niveau mondial. Pour 1 million de nouveaux cas dans le monde, on a une baisse de moins 5% des indices boursiers. Et puis, j'ai rajouté également des effets de seuil. Et on voit que les effets de seuil jouent. Quand on passe le cap des 1000 morts, quand on passe le cap des 100 morts, ça impacte significativement nos marchés. Voilà, donc je voulais présenter ça. J'ai fait ça ce matin, tout n'est pas définitif, mais je voulais vous livrer une première impression et de le faire avec vous en direct. Comment on peut regarder un peu l'évolution des marchés boursiers, comment on peut apprécier du coup la réaction des marchés donc, à cette crise sanitaire. Voilà, si vous avez des remarques de manière générale, on peut passer à quelques questions. Donc, Bilal, effectivement, ce qu'on montre clairement, c'est que l'impact pour les marchés, il se fait au niveau mondial et c'est pas étonnant puisque l'impact économique, il dépend de la conjoncture mondiale et pas tant du nombre de cas dans un pays donné. Surtout que ici j'ai beaucoup de cas, j'ai beaucoup de pays et beaucoup de petits pays. Pour eux, ce qui importe le plus pour leur conjoncture économique à venir, pour la sortie de crise, c'est bien le nombre de cas au niveau mondial. Et on a vu que c'était significativement négatif. Enfin, quelque chose qui serait peut-être faisable, mais ce n'est pas forcément le même genre d'étude et le même papier, c'est de rajouter une variable liée à la mise en place d'une période de confinement ou de déconfinement et voir comment les marchés nationaux réagissent à ce genre d'annonces qui ont l'intérêt, quand on fait une étude en finance, d'être relativement inattendues. Voilà, les décisions de confinement, alors le déconfinement est planifié, à voir s'il aura lieu comme prévu, mais en général, dans pas mal de pays, le confinement n'était pas forcément attendu 1 semaine, 10 jours avant. Donc, normalement, il y a un effet surprise et dès qu'on a quelque chose avec un effet surprise sur les marchés, ça se prête assez bien à des études d'événements. Alors, il y aura forcément une petite partie intégrée avant. Par exemple, lors de l'annonce du confinement du lundi en France, voilà, les gens le savaient ou commençaient à avoir des forts doutes le jeudi et le vendredi. Et voilà, on a un effet avant qui est pas trop fort. Et derrière, on peut regarder spécifiquement la réaction des marchés sur cette annonce de confinement qui a peut-être plus d'impact sur les indices locaux. Parce que là, il y a vraiment un arrêt de l'activité qui peut avoir un impact ici. Plutôt que quand on prend les indices, et ce qui peut être intéressant d'ailleurs sur le stratégie de confinement, c'est de le faire secteur par secteur, les secteurs affectés, les secteurs qui ont été fermés, ceux qui sont restés ouverts, l'impact sur les grosses entreprises contre les petites. Il y a beaucoup de papiers là qui s'intéressent au fait que ça va plutôt sûrement réaugmenter le processus de concentration parce que les grosses entreprises vont être moins touchées que les petites. Entre autres par leur capacité de diversification et leur capacité à rester ouvert, à avoir des chaînes de production un peu différentes. Et, il y avait l'exemple sur les grands magasins qui peuvent encore vendre des télés qui pouvaient encore vendre des télés et des livres juste parce qu'ils vendaient de la nourriture à côté et ça leur permettait de diversifier le business. Et voilà, vous regardez Amazon, ça va plutôt bien en ce moment. Il y a cette idée de concentration qui peut être intéressante. Non, tu as raison. L'idée d'essayer de réaliser une étude d'événements sur l'annonce des confinements, bonne idée. D'ailleurs, on a des étudiants de M2, peut-être qui nous suivent. Allez-y, vous gênez pas. Et, merci pour ta remarque.
Il y a d'autres questions? Alors, Gonzalo, exactement, hein, c'est bien l'évolution mondiale. Alors, c'est Pascal qui nous parle d'intégration des marchés à travers les fonds d'investissement. Effectivement, on sait que, par exemple, pour ce qui est de la France, hein, le CAC 40 est détenu à 50% quasiment par des investisseurs étrangers. Et puis, les entreprises du CAC 40, c'est des multinationales, je pense à Total notamment. On comprend, hein, il n'y a pas de surprise, hein, on comprend la conjoncture globale et en l'occurrence ici, la situation sanitaire mondiale qui importe. Il y a une question sur les dividendes. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de la traiter, mais vous savez, hein, dans le cours de finance d'entreprise, je laisserai mon collègue Jérôme Glachant répondre. Hein, s'il veut prendre la parole, il est le bienvenu. Mais vous savez que les annonces de dividendes sont plutôt perçues négativement par les marchés. Donc, le fait que les entreprises renoncent à leurs dividendes, ça aura pas tellement d'impact. Hein. C'est d'ailleurs, il y a beaucoup d'appels à ce que les entreprises renoncent effectivement à leurs dividendes, mais pour des raisons de politique économique, parce qu'elles sont soutenues, elles reçoivent des aides d'État en particulier. Non, mais la rentabilité sur les bourses, de toute façon, c'est très difficile à expliquer, on sait bien. C'est l'efficience des marchés, on revient à peu près sur le même, et tu l'as dit, hein, c'est que les variations de prix intègrent l'information même en avance, donc c'est difficile de trouver une corrélation. Ce serait peut-être intéressant de faire un décalage dans le temps d'ailleurs. Et puis, tu parlais d'un référentiel toujours pour étudier. Je pense que ça, c'est très important à souligner, mais il peut y avoir aussi un référentiel par rapport à une sorte de valeur fondamentale aussi, qui n'est pas dans ton analyse. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, tout ce qui est lié à l'activité économique et qui peut impacter ce qui se passe en termes de rentabilité sur les bourses, eh bien, ça passe par un écart à une valeur fondamentale quelque part. Et ça, tu peux pas le voir directement si tu passes pas par ça. Et même à haute fréquence. Alors, les données, je vais vous partager l'écran. Hop. D'accord, merci. Alors, les données sur le coronavirus, il y a le John Hopkins Center où vous voyez sûrement souvent des cartes de données. Oui. D'accord. Il y a les CSV disponibles en dessous. Ah oui, elles sont en dessous, d'accord. Le nombre de cas, le nombre de décès, le nombre de meurtres. D'accord. Et pour les US, on l'a, ou en tout cas sur certaines, en Chine, on l'a sur ville par ville pour les grandes villes, et aux US, on l'a État par État. Donc là, les données sont là, elles se téléchargent facilement. Après, sur les données de marché financier, du Yahoo Finance ou du Bloomberg. Là, c'est plus facile. Donc, on a voulu vous présenter un peu les choses un peu différemment. Cette séance, elle était peut-être plus académique, plus technique que les autres. Chaque séance est un peu différente. J'espère que ça a répondu à des questions. On se retrouve vendredi donc à 11h pour discuter avec Nicolas Desèze l'impact sur les paiements. Donc vous verrez, c'est encore une autre approche pour parler économie dans cette crise. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt.